Et cette toile de fond, ce sont bien sûr les négociations, vous en parlez depuis tout à l'heure. Les négociations, on a coutume de dire ici que bien souvent, on ne voit pas très bien à quoi elles riment, puisque la Russie n'a aucune envie et peut-être aucun intérêt à stopper cette guerre, puisque elle-même le reconnaît presque officiellement. Tuer 800 ou 1000 jeunes Russes par jour pour tenter de grappiller quelques mètres carrés, ça ne lui pose aucun problème, puisque le régime des sanctions, le fait que les magasins se vident, le fait que la vie soit de plus en plus dure en Russie, ne lui pose aucun problème. Il n'empêche, cette fois, la tonalité est un peu différente. Après les discussions qui ont eu lieu entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump hier à Mar-a-Lago en Floride. Et on entend une petite musique un peu différente cette fois, comme si, et vous l'avez mentionné d'une certaine manière, comme si l'ébauche d'un compromis, ça n'est pas encore un accord, il reste des points à régler, mais les avancées en tout cas qui ont été notées hier rendaient possible l'idée d'un compromis. Évidemment, je vous poserai la question là-dessus, très directement. Est-ce qu'il faut y croire cette fois, contrairement aux autres fois? Est-ce qu'il y a une petite chance d'aboutir cette fois? Je vous propose d'abord de voir quels sont les points qui ont avancé hier et quels sont les points qui ont bloqué. Oui, il y a eu des avancées. Les deux parties l'ont dit, elles le disent à chaque fois, c'est de bonne guerre. Oui, cette fois, nous sommes tout près d'eux. Mais objectivement, et la presse américaine de ce matin, qui a évidemment des informations privilégiées, semble le dire aussi. Alors voyons de quoi il retourne. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors la question première dans ces discussions de paix, c'est celle des territoires. Et tout le reste, d'une certaine manière, en découle. Mais les deux pays peuvent-ils, l'agressé et l'agresseur, peuvent-ils se mettre d'accord sur une ligne territoriale de cessez-le-feu ou de paix? Et de ce point de vue, vous nous rappelez quel est le territoire qui est en jeu, qui constitue la revendication russe et qui constitue peut-être la concession ukrainienne. Eh bien, regardons la carte. Il s'agit de ces 20% de la région de Donetsk que l'Ukraine contrôle toujours et que la Russie revendique. 6500 km², l'équivalent du département du Var, peuplé de 200 000 Ukrainiens. C'est une zone importante pour l'Ukraine parce qu'elle abrite les derniers verrous menant aux grandes villes de Kiev, au nord, et d'Odessa au sud. La plus symbolique, Kramatorsk, ville martyre, pillonnée nuit et jour. 150 000 âmes avant la guerre, un peu moins de 50 000 aujourd'hui. Réputée pour son industrie et aujourd'hui, le nœud ferroviaire de l'arrivée des soldats vers le front Est, la capitale arrière de ce front. Oui, il y a plusieurs trains chaque jour. C'est par là qu'arrivent les troupes de la relève. C'est par là que reviennent celles qui ont une permission ou celles qui ont achevé leur service au front. Donc l'Ukraine, et c'est une concession, serait prête à renoncer, vous nous le dites, à ce territoire. Oui, mais à condition qu'elle ait un statut particulier. En clair, qu'elle ne rejoigne pas le territoire russe, une zone neutre, démilitarisée, sans combat, sans soldats, ni russes ni ukrainiens. L'armée ukrainienne se retirerait de l'autre côté de la frontière. En échange, l'armée russe reculerait sur 20 ou 30 km de profondeur et les frontières seraient jonchées de barbelés et de checkpoints. Qui en aurait la souveraineté? Le débat ne serait pas tranché dans l'immédiat, mais les 200 000 habitants de cette zone conserveraient en théorie leur passeport. Les écoles resteraient ukrainiennes, la langue officielle et les administrations aussi. Elle deviendrait par ailleurs une zone économique libre, autrement dit libre d'impôts, sorte de région d'Andorre avec une fiscalité au plus bas. Mais est-ce que la population ukrainienne serait d'accord ? Sur ce point, oui, la population ukrainienne devrait avoir le dernier mot. C'est inscrit dans la constitution ukrainienne. Volodymyr Zelensky dit ne pas pouvoir y déroger. Il s'engage à faire un référendum dans les 60 jours. C'est l'un des points qui bloque. Donald Trump, hier soir, s'est dit prêt à accélérer le processus en convainquant les parlementaires de voter eux-mêmes. Il se dit prêt à les rencontrer à Kiev. C'est ça c'est le point du calendrier qui est très important. Et il y a un autre point qui avance, mais qui bloque encore, et qui est très important lui aussi, c'est la question des fameuses garanties de sécurité. Nous sommes prêts, dit Zelensky en substance, à renoncer à ce territoire, à condition qu'il ait le statut dont vous nous parlez,
mais à condition d'être sûr que la Russie, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ne reprendra pas l'offensive. Qu'est-ce qui avance et qu'est-ce qui bloque sur ces questions de garantie de sécurité, Lucile? Eh bien, ce qui avance, c'est que les États-Unis se disent prêts à s'engager eux-mêmes. Le scénario privilégié, c'est que c'est l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité en Europe, qui serait chargée de contrôler la bonne application de l'accord. La force serait composée pour l'essentiel d'anciens militaires et d'observateurs civils, français, allemands, lettons, slovaques, mais aussi canadiens et américains dans une moindre mesure. Pourquoi l'OSCE? Eh bien parce qu'il y a un précédent. C'est déjà cette organisation qui avait été déployée dans le Donbass, environ 1 millier d'observateurs après les accords de Minsk en 2014. Pour autant, oui, les États-Unis ont accepté de s'impliquer, notamment par le biais de leur aviation, postée sur des bases en Pologne et en Roumanie. Ils pourraient donc ouvrir le feu si la Russie venait à s'engager dans cette zone libre. Les États-Unis parlent de garantie de 15 ans. Volodymyr Zelensky demande le double, voire le triple. Écoutez. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати. Ces avions américains ne viendraient pas seuls, ils seraient appuyés par l'aviation européenne, des Eurofighters italiens ou allemands, des Rafales français, des Gripen suédois. Merci Lucile. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, est-ce qu'il y a bien eu hier une concession ou la confirmation d'une concession ukrainienne? Parce qu'il faut rappeler que les forces ukrainiennes se battent depuis 4 ans, pour 3 ans et demi, pour défendre ce morceau de territoire. Et que des milliers d'hommes y ont péri, que d'autres dizaines de milliers passent leur vie dans les tranchées pour le défendre. Donc est-ce qu'il s'agit bien d'une concession ukrainienne? C'est une énorme concession parce qu'au plan militaire, c'est le vrai verrou de l'intérieur de l'Ukraine, comme ça a été rappelé par Lucile. C'est un petit peu mutatis mutandis ce qui s'était passé pour l'affaire des Sudètes en 1938, lorsque les Allemands voulaient récupérer une partie de la Tchécoslovaquie dont ils estimaient qu'elle devait devenir allemande. Les fortifications de la République tchécoslovaque de l'époque étaient installées là. Et 6 mois plus tard, ça nous renvoie à l'inquiétude de Zelensky, 6 mois plus tard, les Allemands firent leur entrée à Prague. Donc on est dans quelque chose de très lourd. Il est vrai aussi que Trump a dû être chapitré très rapidement après cet entretien par Poutine, parce que les garanties de sécurité, je pense, telles qu'elles ont été évoquées ici, sont très difficilement acceptables par Poutine. Et Trump a aussitôt expliqué que Poutine était incroyablement généreux, qu'il voulait vraiment aider l'Ukraine. On va voir cette séquence tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose de tout à fait... Donc, vraie concession. Mais Zelensky a aussi rappelé, dans l'entretien que vous avez passé, que les sondages d'opinion indiquent que 87% des Ukrainiens veulent la paix, ce qui paraît pas totalement illogique, compte tenu de ce qui s'est passé pendant les 4 dernières années, mais que 85% des Ukrainiens considèrent que le Donbass ne peut pas être livré purement et simplement à la Russie, d'où l'exigence de Zelensky d'un référendum sur le sujet. Et ça, pour la Russie, ça aussi, c'est très difficilement concevable, puisque Zelensky ajoute, donc, pour faire un référendum, il faut au moins 2 mois sans guerre. Sans combat. Sans combat sur le territoire ukrainien. Ce qui nous renvoie à la question de où se déroule le référendum. Est-ce que le référendum se déroule sur toute l'Ukraine, ou est-ce que le référendum se déroule uniquement dans les parties de l'Ukraine que la Russie n'occupe pas? Ce qui est une autre façon pour la Russie d'obtenir la concession majeure, qui sont les 20% du territoire ukrainien qui sont actuellement contrôlés par les troupes russes. Alors, vous l'avez dit... Donc tout ça, c'est rebloqué. Tout ça, c'est rebloqué. Pour vous, cette avancée, d'une certaine manière, est en trompe-l'œil. En tout cas, elle n'aborde pas le sujet
fondamentale et ça ne peut pas marcher. Après les conversations, ce qu'on peut retenir, c'est la conversation au téléphone entre Trump et Poutine, d'où Trump ressort en disant « mais il est formidable ce Poutine, qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il aime les Ukrainiens, il veut d'ailleurs leur vendre l'électricité pas chère et ainsi de suite ». Je n'invente rien. On verra la séquence tout à l'heure. Et du côté ukrainien, c'est effectivement la déclaration de Zelensky. Zelensky sait très bien que s'il accepte en l'état une cession territoriale de ce type, sans garantie de sécurité, sans référendum, il est renversé. Sauf que ce n'est pas tout à fait une cession territoriale, puisqu'il prend le soin de dire « nous ne livrons pas ce territoire à la Russie comme elle le souhaite ». Et on se souvient qu'il y avait eu ces pseudo-référendums à la fin de l'année 2022 où la Russie avait dit « tout ce territoire nous appartient et les Ukrainiens doivent nous le donner ». Non, ce serait une zone neutre. Une zone neutre en attendant quoi ? Peut-être en attendant que Poutine ne soit plus président de la Russie, peut-être en attendant que la Russie soit ruinée. Mais pour reprendre la comparaison qui a été faite par tout à l'heure, ce territoire a la taille du département du Var. Si le Var devait devenir une zone neutre, alors certes, qui ne serait pas cédée à l'Italie, mais qui serait une zone neutre, vous appelleriez ça comment ? Ça fait encore partie de la France ? La France renoncerait à ce territoire, mais elle ne le céderait pas à l'Italie. L'Ukraine se dit prête à renoncer à ce territoire, mais pas à le céder à la Russie. Est-ce que ce compromis-là peut satisfaire Vladimir Poutine, Isabelle ? Non, et je pense que depuis aujourd'hui, depuis les derniers événements, l'attaque ou la fausse attaque des drones à Novgorod, je pense qu'on est reparti complètement en arrière. On a descendu un escalier. Volodymyr Zelensky est en difficulté, enfin ses troupes sont en difficulté sur le terrain. Il subit une pression absolument énorme de Donald Trump qui essaye de le coincer dans le couloir en lui disant avale, s'il te plaît, avale tout ce que propose Vladimir Poutine. Comme les Européens ont été jusqu'à présent incapables militairement et financièrement, au niveau de la livraison d'armes, de lui permettre de se défendre correctement contre la Russie, il est obligé de faire ce compromis. Il y pense depuis longtemps. Il essaye de reculer ce jour le plus possible. Il essaye encore de changer la position de Donald Trump. Et à la fin, il sait qu'il a deux protections. La première, c'est le fameux référendum, c'est-à-dire que si les Ukrainiens ne sont pas d'accord, et au mois de décembre, enfin il y a 15 jours, 75% des Ukrainiens étaient contre la cession de territoire. Mais pardon Isabelle, sur ce point, Donald Trump dit « je suis prêt à aller à Kiev, à convaincre l'Assemblée nationale ukrainienne que c'est à elle de se prononcer ». Oui, alors, et à accélérer d'une certaine manière la question la plus sensible, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que les lignes soient gelées sur la frontière actuelle, avec une zone neutre qui serait une zone démilitarisée, et on rediscute des choses dans 10 ans, dans 15 ans, quand les esprits se sont un peu calmés et que Vladimir Poutine n'est pas au pouvoir. C'est tout à fait envisageable, et c'est envisageable à une seule condition, que les garanties de sécurité pour empêcher une nouvelle invasion de la Russie soient extrêmement solides. Vous comprenez, une zone neutre, c'est une zone sur laquelle Poutine va appuyer pour aller plus loin et pour envahir, évidemment pour envahir une nouvelle fois l'Ukraine, ou pour la déstabiliser, ou pour envoyer des troupes chasser Volodymyr Zelensky. Donc s'il n'y a pas des garanties de sécurité extrêmement solides, est-ce qu'elles le sont l'Ukraine perd. Est-ce qu'elles le sont depuis hier? Est-ce qu'elles le sont un peu plus depuis hier? On en est qu'au début. Que les Américains entrent dans la danse des garanties de sécurité, c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'elles soient adoubées par le Congrès, parce qu'on ne peut pas faire confiance à la parole de Donald Trump. Il faudrait qu'elles soient vraiment épaulées par les Européens, dont certains sont encore un petit peu hésitants. Et la vraie garantie de sécurité à la fin, il y en a deux. C'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, et pour l'instant, il n'en est pas question. Et c'est des troupes étrangères, mais des troupes militaires, pas l'OSCE, sur le terrain ukrainien. Et ça, pour Vladimir Poutine, c'est une ligne rouge et un casus belli. Or, l'Ukraine
est vraiment extrêmement sensible sur le sujet. Elle ne veut plus de fausses promesses. Elle ne veut plus d'une reproduction du mémorandum de Budapest qui, en 1994, était déjà censé lui garantir ses frontières et qui était en fait de la poudre aux yeux. Elisabeth, Vincent, est-ce que les avions américains, peut-être français, peut-être anglais, basés en Roumanie ou en Pologne, ne suffiraient pas à garantir la sécurité? Voilà, si des troupes russes entrent dans cette zone assurée, eh bien les avions décolleront et ils les refouleront. Mon inquiétude n'est pas nos capacités militaires, on les a. Ma question, c'est la volonté politique, comme d'habitude. On a déjà cette capacité-là. Si on voulait, par exemple, faire repousser, ou en tout cas protéger les Ukrainiens, on pourrait. L'administration aujourd'hui, et je rejoins Isabelle, s'il n'y a pas une vote au Congrès, s'il n'y a pas quelque chose de concret qui ne vient pas de Trump, qui peut faire des fausses promesses, comme on le sait, moi je pense que cette question n'est pas simplement une question technique, parce qu'on a le technique, c'est une question politique. Et aujourd'hui, faire confiance à cette administration pour les Ukrainiens, je pense que ça va être un peu compliqué. C'est d'ailleurs aussi une question de volonté politique pour les Européens. Non, et volonté politique pour les Européens, bien évidemment. Je pense qu'il y a un certain nombre, si les Américains disaient oui, ils suivront. Mais pour ça, il faut que les Américains disent oui, et je ne suis pas sûr qu'ils le feront. Vincent. Je suis entièrement d'accord avec Elisabeth. Effectivement, et les Américains et les Européens ont le capacitaire de déployer très rapidement des forces aériennes. Et d'ailleurs, avec le fameux débat Sky Shield sur la police de l'air au-dessus de l'Ukraine, qui n'est jamais arrivé, qui n'a jamais été accepté par les Européens, on pourrait, en quelques heures, déployer des appareils. Maintenant, personne n'a confiance dans la volonté politique de Donald Trump. C'est le grand problème. Et cette histoire de zone neutre entre nous, c'est une usine à gaz. On parle du sexe des anges, parce que ce sera un truc tellement compliqué à mettre en œuvre. Avec les gens de l'OSCE, mais on entend encore, on entend l'écho du rire d'Outchakov, de Lavrov, de Dmitriev et de Poutine dans les couloirs du Kremlin. Avec des observateurs civils et des anciens militaires. Mais enfin, de quoi parle-t-on? Il faut un cessez-le-feu sur la ligne de front. C'est très simple. C'est un sucre d'orge pour Poutine. Mais oui, c'est un sucre d'orge. Mais Poutine n'en veut pas. Non, mais Or, c'est lui qui mène la guerre. C'est lui qui a envahi l'Ukraine et c'est lui qui continue à faire la guerre. L'OSCE, c'est la version européenne des casques bleus. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est une invasion. C'est pas quelque chose où on envoie des casques bleus qui, par définition, sont neutres. Et les gens de l'OSCE, lorsqu'ils étaient dans le Donbass en 2022, puisqu'ils y ont été jusqu'en 2022, qu'est-ce qui s'est passé quand les Russes sont arrivés? Tout le monde est rentré à la maison. C'est d'ailleurs assez normal. Ils n'étaient pas faits pour se battre. Et la même chose se passera pour cette prétendue zone neutre. Là, je fais vraiment le parallèle avec l'affaire des Sudètes en 1938, lorsque l'Allemagne nazie a pu manger un pays sans même avoir à tirer un coup de feu. C'est quelque chose qui peut malheureusement... La zone neutre, en l'occurrence, c'est vraiment la réplique de ce qu'on a fait en 1938. Mais, et ce sera la dernière question, dans la mesure où c'est Poutine, encore une fois, qui a initié cette guerre, en tout cas en 2022, dans la mesure où c'est Poutine qui continue de vouloir mener cette guerre, puisqu'il n'a cure de perdre la vie de centaines de soldats tous les jours, est-ce qu'il ne faut pas lâcher quelque chose? Est-ce que ça n'est pas un moindre mal, à moins, et je voudrais vous montrer un document, que la Russie soit d'une certaine manière mise à genoux par peut-être l'unique facteur qui peut la mettre à genoux, et je voudrais qu'on voit cette courbe, c'est le prix du pétrole brut. Le prix du pétrole brut est en train de tomber sous les $60. Alors là, il a eu une légère remontée, il est remonté à $61, mais est-ce que la Russie n'aura pas le choix parce que d'une certaine manière, elle n'aura plus rien pour continuer à moderniser son armée, ou est-ce que la Russie ne peut pas continuer des années et des années à sacrifier ses soldats pour gagner quelques mètres carrés? Et puis, il est acheté à $45 par les Indiens et les Chinois aux Russes. C'est pire que ça. Donc, effectivement, il rencontre des problèmes considérables de trésorerie à l'heure actuelle. Ça peut l'arrêter?
Non, ça ne peut pas. Non, ça peut pas. Non, Ça ne peut pas je suis d'accord avec l'arrêter. François, ouais. Vous savez quel est le poids de la guerre pour la Russie est à peine celui que subissait la France pendant la guerre d'Algérie. On dépensait, nous, 6% de notre produit intérieur brut pour tenter de garder l'Algérie française. La Russie dépense aujourd'hui 8% de son produit intérieur brut pour sa défense et pour faire la guerre d'Ukraine. La Russie peut malheureusement continuer pendant très longtemps. Tant que les Ukrainiens ont de quoi se battre et tant que les Ukrainiens souhaitent se battre, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête aujourd'hui, puisque les Russes, eux, sont bien décidés, Poutine est bien décidé à continuer. Mais ça ne vous conduit pas à dire qu'il faut, la rage au ventre, accepter des concessions Si vous étiez, comme celle-ci de la part de... si vous étiez ukrainien, je vous dirais, c'est à vous de vous exprimer. Oui. Mais nous ne sommes pas ukrainiens. Et je pense que ça, c'est une décision que seuls les Ukrainiens peuvent prendre. Et encore faut-il le faire avec honnêteté. Nous avons les moyens financiers, notamment les 90 milliards d'euros qui viennent d'être décidés par l'Union européenne. On a les moyens de remplacer en grande partie les Américains dans leur fourniture d'armes à l'Ukraine. Nous ne sommes pas démunis. Nous n'avons pas osé faire ce que le sens commun suggérait et que soutenaient la France et l'Allemagne, qui était d'utiliser les biens russes gelés en Europe aujourd'hui, mobiliser ces biens pour acheter les armes nécessaires à la défense de l'Ukraine, de faire payer, entre guillemets, le contribuable russe plutôt que le contribuable européen. Et puis ce renoncement, il va falloir l'expliquer aussi aux défenseurs du Donbass, aux défenseurs ukrainiens du Donbass, qui quand même résistent à 1 contre 5 contre les Russes depuis des mois maintenant. Il faudra l'expliquer politiquement à ces militaires, signifiant mettre en difficulté Zelensky vis-à-vis de son état-major et de ses troupes. Un dernier mot, Elisabeth. Je rajouterais tout simplement que négociation, c'est aussi censé être des compromis des deux côtés. Et cette question, au-delà de la question, et je rejoins François Hesbourg, c'est vraiment aux Ukrainiens de décider, c'est pas, même si c'est ce qui semble se passer, aux Américains de dire aux Ukrainiens, vous devrez faire des compromis, alors qu'on ne voit aucun du côté des Russes quand même. Oui, non, on peut envisager, Volodymyr Zelensky peut envisager la cession, en tout cas momentanée, de territoire, mais il faut qu'il gagne quelque chose en échange. Il faut que ce soit une victoire pour l'Ukraine, que ces 4 années n'aient pas été en vain. Et la victoire pour l'Ukraine, c'est se détacher du joug russe. C'est rentrer définitivement dans la famille démocratique européenne, c'est alors après adhérer à l'OTAN, à l'Union européenne et être protégé par ses alliés. Alors là, dans ces cas-là, c'est un choix que les Ukrainiens pourraient faire. On a un territoire un tout petit peu plus petit, on renonce au Donbass, mais en échange, on va dans le camp occidental et nos alliés nous défendent. Mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore la là. défense C'est des là-dessus alliés. que, voilà. On les a entendus dire 95% des discussions sont conclusives et il reste encore quelques points. On ne sait pas si c'est vraiment 5% ou bien davantage, mais en tout cas les garanties de sécurité en font partie.